Ministère public contre M. C.C. Raphaël Ava, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Keboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ali Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouriba Iloba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009 AVIPA. Monsieur Bakayoko. Oui. Monsieur le Président, dans le dossier des audios, il y avait une courte vidéo de 9 minutes. Ah, sur la clé comme ça. Oui, oui, oui. Là où il y a les audios. Vous avez vérifié? C'est comme ça? Oui, oui. D'accord. Il y a une vidéo de 9 minutes 11 secondes. D'accord. Je ne sais pas si on peut va voir la alors. connecter. Allons-y avant qu'on ne prenne la clé alors des partis civils. Oui. Guinée, 28 septembre. Dernier. Souvenez-vous, ce jour-là, une marée humaine d'opposants converge vers le grand stade de Conakry. Ils réclament le départ du chef de la junte, le capitaine Dadis Camara. L'armée intervient et tire à balles réelles sur tout ce qui bouge. Bilan, 63 morts selon la justice guinéenne, au minimum 156 selon l'ONU, et qui sait combien de disparus. Conakry, 5 mois plus tard. Des magistrats de la Cour pénale internationale débarquent pour une première mission. Cette analyse préliminaire est destinée à déterminer si la justice internationale peut se saisir de l'enquête. Premier déplacement, les lieux du crime. La mission est dirigée par la numéro 2 de la Cour, la procureure gambienne Fatou Bensouda. Avec elle, un magistrat sénégalais, un expert français et une analyste du Costa Rica.
Ici, c'est le stade principal. Et ce bâtiment, c'est le palais du peuple, d'un autre terrain. Exceptionnellement, nous allons les suivre pendant 5 jours. Depuis le massacre, le stade a été entièrement repeint. Quant au directeur, il n'a rien vu. On a dit que les autorités sont arrivées sur la Comme moi, je ne suis pas très fort dans ça. Officiellement simples observateurs, ils ont déjà en main toutes les informations recueillies à ce jour. C'est pour se rendre compte du lieu, de la configuration. Et vous ressentez quoi d'être ici? C'est épouvantable. Un massacre dénoncé par des témoignages accablants. Comme cette femme que nous avons retrouvée, une manifestante qui a tout filmé avec son portable. Écoutez bien, elle commente en direct cette journée d'horreur. Elle filme cette cohorte de blessés ensanglantés qui fuient le stade et aussi les femmes violées, abusées en public pour leur donner une leçon. Cette dame-là, elle est choquée, elle est sous le choc, elle ne peut même pas parler. Mais il faut voir, elle est déshabillée. Celle-ci a été recueillie par un habitant du quartier. Oui, il y a un truc qui a empointé dedans. Elle était au stade. Elle était au stade. Bâtonnée, elle est rentrée dans notre cour la nuit. Et c'est nous qui l'avons accueillie. C'est indescriptible ce que j'ai vu. Voilà. Si un jour la cour est saisie, ce film pourrait devenir une preuve et celle qui a filmé un témoin. Il faut regarder les images. Il faut regarder les images. C'est sans doute à cause de ces viols publics que les massacres du 28 septembre ont fait le tour du monde et que la CPI est là aujourd'hui. Ce centre mère-enfant a soigné des dizaines de femmes violées. Les magistrats sont accueillis par le professeur Baldé qui a créé ce centre. Pour aller dans la tête, savoir ce qui se passe dans la tête des victimes, il fallait vraiment une psychologue et elle est agrégée de psychologie et l'enseigne à Paris. Une équipe médicale soudée qui, chaque jour, tente de sortir les victimes de l'abîme. Des patients, en voilà, 5 mois après, le 28 septembre, leur colle à la peau. La justice pour se reconstruire, mais à ce stade préliminaire, la Cour n'a pas le droit d'interroger directement ses victimes. Elle ne peut parler qu'à leur psychologue. Excusez-moi, personne, je ne comprends pas comment se fait-il qu'ils en aient laissé des vivants. Ils en ont tué plein, en fait. Hein. C'était évident qu'on y va et on viole, on tue les mecs, on tire sur les hommes, on les tue et les femmes, on les viole. Il paraît évident que ce que vous êtes en train de nous décrire est une attaque dirigée contre des populations civiles. Devant ces témoignages, même nos experts sortent un peu de leurs réserves. On ne peut pas envoyer des soldats dans un stade qui tirent à vue sur les gens, qui violent les femmes sur la pelouse et que plus rien ne se passe. C'est absolument inadmissible. C'est vraiment faire injure à la conscience humaine. Après les lieux du crime et les victimes, direction la base des Bérets Rouges au nord de la ville. Un tour en voiture au pas de charge chez les principaux suspects. Ça, c'est les bérets rouges. Ah, c'est les bérets rouges. Oui. D'accord. Les Bérets Rouges, la garde présidentielle du capitaine Dadis Camara. Les magistrats sont impressionnés de pénétrer ainsi dans le quartier général d'où sont partis les tueurs du 28 septembre. C'est dans ces immeubles aussi que vivait le chef de la junte et sa garde rapprochée. Le capitaine Camara vit aujourd'hui en résidence surveillée au Burkina Faso. Il se remet lentement de la balle dans la tête que lui a tiré son aide de camp. Un tour d'horizon d'à peine un quart d'heure, indispensable pour comprendre l'enchaînement des événements. D'après nos informations, des femmes auraient été amenées ici le 28 septembre. Elles y auraient été séquestrées quelque temps avant d'être relâchées. Ce sont des informations que nous avions reçues. Il nous a donc paru nécessaire de venir voir par nous-mêmes. La visite se poursuit par un rendez-vous à l'état-major général de l'armée guinéenne. À droite, la cour. À gauche, les officiers. La procureure Fatou Bensouda préside la séance sous le portrait du capitaine en exil. Je voulais vraiment essayer de comprendre comment des personnes puissent violer
à 11h, en plein jour, en réunion, avec violence. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, c'est juste quelque chose qu'on nous a décrit. L'armée guinéenne a intervenu sur beaucoup de théâtres opérationnels. On a géré la guerre civile au Libéria, en Sierra Leone. Aucun cas de viol de la part d'un soldat n'a été rapporté à notre niveau. J'entends toujours à la télé et à la radio qu'il y a eu des viols tellement. Donc moi-même j'étais vraiment étonné. Quant aux soldats impliqués, c'étaient des bérets rouges indisciplinés. Ils ont quitté les camps alors que des ordres étaient donnés de rester dans les camps. Vous comprenez? Voilà, c'est pourquoi on parle d'éléments incontrôlés. Une langue de bois dont nos magistrats sont pour le moment bien obligés de se contenter. Vous êtes satisfait des réponses obtenues jusqu'à présent? Je suis satisfait qu'on nous ait donné des réponses. Il y a une subtilité là. Votre question aussi n'est pas anodine. On a accès à tout le monde, on peut poser des questions qu'on veut, à qui on veut. On peut décider qui participe au meeting, à la réunion, qui doit attendre à la porte. Les portes s'ouvrent, mais tant que la justice guinéenne n'a pas fini son travail, la justice internationale ne peut pas intervenir. Une mauvaise nouvelle pour les militants des droits de l'homme, car au péril de leur vie, ils ont collecté des preuves accablantes. Est-ce que vous avez besoin de voir des charniers avant d'aller? Si vous voulez, nous pouvons prendre des risques de vous présenter des charniers, même si ça doit être détruit après. Parce que les rumeurs vont courir et puis les gens vont détruire. Mais si vous voulez les voir, on vous les fait voir. Non mais c'est un problème si vous voulez, c'est que c'est pas la peine voilà, justement. de risquer le risque que les preuves soient détruites. Mais la seule chose que nous tenons à dire, c'est que aujourd'hui le peuple est désespéré. Et donc on se dit que dans les semaines, les mois ou les années à venir, si rien n'est fait, les populations guinéennes commenceront à se faire justice à elles-mêmes. J'ai bien compris, il faut nous aider aussi. Ok, merci. Okay, au revoir. Conclusion officielle de leur visite. Les massacres du 28 septembre constituent bien un crime contre l'humanité. Dans quelques mois, ils reviendront vérifier si la justice guinéenne a progressé. Sinon, l'heure sera venue enfin pour la Cour pénale internationale de pourchasser les présumés commanditaires. Bon, c'était l'élément vidéo qui était dans le dossier des audios. Alors, on va entamer avec la clé qui nous a été communiquée par la partie civile. Tenez. Il y a 4 vidéos. Je commence par la première.
en place d'une dictature insidieuse qui s'établit progressivement et qui mérite d'être, pour laquelle d'ailleurs tous les citoyens et toutes les citoyennes doivent être alertés. Sans une démocratie dans notre pays, il n'y a pas de progrès possible en Guinée. Or, nous avons conscience que ce pays-là regorge de fils et de filles intelligents qui peuvent procéder au développement de ce pays. Nous avons conscience que les potentialités de la Guinée sont telles que la Guinée peut se développer dans un bref délai s'il y a une démocratie, s'il y a une bonne gouvernance. Nous ne pouvons pas, en tant que forum des forces vives, continuer à laisser établir une dictature dans ce pays-là pour bloquer toute initiative au développement et au progrès. Aussi, il y a depuis quelques semaines cette tentative de défier la communauté internationale. Nous, en tant que forum des forces vives, nous savons qu'aucun pays à l'heure actuelle ne peut évoluer tout seul. Nous souhaitons, en tant que forum des forces vives, que la Guinée mette un pas dans l'universel. Il ne faut pas se leurrer si nous ne prenons pas de dispositions pour alerter l'opinion nationale afin que le président de la junte prenne des dispositions et réaffirme sa position initiale de ne pas présenter sa candidature aux futures élections, notre pays risque de tomber plus bas que nous le souhaitons. Et c'est pour toutes ces raisons que le Forum des forces vives, face au déficit de dialogue qu'il y a aujourd'hui entre ce forum et les autorités guinéennes, nous avons estimé qu'il faut faire un appel à la démocratie à l'intention de M. Zadis, président du CNDD. Pour sensibiliser la population. Je crois que depuis un certain temps, les populations guinéennes étaient disposées à descendre dans la rue pour manifester contre le CNDD, notamment contre l'orientation dictatoriale de leur politique actuelle. Le carême était un élément qui avait fait qu'on avait reporté à la fin du carême toute manifestation politique d'envergure. Donc, je crois de ce point de vue, les populations sont suffisamment prêtes. Les populations savent que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Et de plus en plus, au-delà même de questions politiques, les populations sont convaincues que le pays est en danger. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ont décidé de manifester d'une manière ou d'une autre leur opposition au virage dictatorial du CNDD en le manifestant à l'intérieur du pays et à Conakry. Lundi 28 septembre 2009, 51e anniversaire du référendum du 28 septembre 1958, ce sera aussi un autre référendum pour dire non au CNDD, non à la dictature, oui à la démocratie, oui à la liberté, oui à l'unité du peuple de Guinée. Et je crois de ce point de vue, nous sommes tous dans le même bateau et nous vous convions de sensibiliser les uns et les autres. Excusez-moi, on ne dit jamais aux journalistes de sensibiliser, de faire entendre la voix de la raison et d'exprimer ce que ressentent une très grande majorité de nos compatriotes qui veulent manifester demain pacifiquement pour montrer et exprimer ouvertement la souveraineté populaire. Et pourquoi cela? Parce que nous estimons que dans les rangs de l'armée, dans les rangs de la junte et même au niveau du CNDD et du gouvernement, il se pourrait qu'il y ait des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont soucieux de l'intérêt et d'être en phase avec les intérêts du peuple de Guinée. Et en aucune manière, ils ne souhaiteraient être en marge par rapport à l'évolution historique de la Guinée. C'est la raison pour laquelle
s'il y a 600, 700, 800 000 Guinéens et un objectif 1 million qui descend dans la rue dans tous les pays du monde, c'est une raison suffisante pour que le gouvernement en place, les autorités en place, abdiquent et démissionnent parce que la souveraineté populaire se serait exprimée pour dire que nous en avons assez de votre politique. C'est ceci que nous voulons faire, entendre comme message, que le peuple de Guinée votera demain un autre référendum pour montrer leur opposition à la dictature et leur volonté d'évoluer en harmonie et en phase avec le reste du monde pour défendre des valeurs universelles que sont la liberté et la démocratie. on peut récupérer.
as vu, regarde là-bas, on dit Dadis arbitre. Sont plus beaucoup que nous. Toute la jeunesse guinéenne va sortir, les femmes, les vieux vont dire non à ce monsieur parce qu'il ne veut pas libérer ce pays. La Guinée a tout pour être riche. La Guinée a tout pour être riche. On a l'or, le diamant, tout, le pétrole et on est misérable. La Guinée est le pays le plus pauvre en Afrique, alors qu'on a toutes les richesses du monde. Maintenant on est fatigué, on veut dire à cette... Nous sommes là aujourd'hui. Non, prends. En 1958, la Guinée a dit non à la France. Le 28 septembre 2009, le peuple de Guinée dit non à la dictature militaire. Le peuple veut se libérer. Oui. 24 ans de dictature militaire. Oui. Il n'y a plus question de dictature militaire.
Pas les militaires. Allez, non, pas les militaires. Pas les militaires.
sufista di la balangi nina mene
cette grandiose manifestation. Oui. Alors, un mot. Nous voulons prouver à Dadis, Mr. Camara, oui, à la démocratie, après la dictature. Aujourd'hui, on va changer le pays. Il ne veut pas organiser le peuple. Ce que veut le peuple, c'est une bonne démocratie. Regardez, monsieur Sekouya, regardez la foule qui arrive. Regardez, c'est immense, le stade est déjà plein. C'est ce qui se passe. Nous avons voulu prouver. Ces gens-là ne sont pas payés. Ces gens-là ne sont pas. Ils n'ont pas reçu de sacrifices. Ils n'ont pas de l'argent. Aujourd'hui, nous voulons prouver à l'opinion nationale et internationale que Dadis, on ne veut même plus de lui pour la grandiose victoire parce qu'ils avaient interdit l'accès au stade. Nous l'avons eu. Vous l'avez eu. C'est le peuple. Avec le peuple. Merci beaucoup. La corruption, pas Dadis Camara. La dictature. On veut la dictature, on veut la démocratie, on veut le pouvoir civil. Allah joman lakine ko pay musulman Allah joman chrétien do fi kefere ngeddo no fala la ma de do wara jama ko Allah joman walla boga momen do ko Allah joman men to ma fatike ma Allah walla bon men walla bon fi ma ko Allah joman men to ma fatike ma Allah joman sabu soma yero no sabu jami mo gele faul kisa comment vous allez faire voilà. À la portail du stade. C'est bon. Hein? Je tiens à la portail. On avance, Bambeto est arrivé. Bambeto est là. Bambeto est arrivé. Ils sont arrivés, oui. Ils sont arrivés. On ne doit pas reculer, on doit pas reculer, on doit pas reculer. On ne doit pas reculer, c'est chez nous. C'est chez nous. Le pays là, c'est pour nous. On ne doit pas reculer, c'est pour nous. Soit quoi, comme c'est soit maintenu ou pas, c'est nous, c'est pour le pays, c'est pour nous. Voilà, on doit partager ça, c'est pour nous. Le 28 septembre n'a jamais, depuis 58, n'a jamais été férié. Depuis 58. Voilà. On ne doit pas reculer.
Tous les jours, il faut que les Guinéens se lèvent chaque jour jusqu'au départ définitif du dictateur. Il faut que tous les Guinéens doivent se mobiliser. Tous les pays à l'extérieur. On ne fait pas les dictateurs présidents là, mauvais président. Tous les Guinéens doivent se mobiliser. Qu'il n'est pas patriote, il n'est pas patriote. Il n'est pas patriote. Un président privé. Mais il faut qu'il nous voit devant. Les autorités d'alors ont décidé, c'est le 15 octobre qu'il fait c'est la naissance de la Guinée et la proclamation de l'indépendance. Oui, jusqu'à maintenant, jusqu'hier, jusqu'avant-hier, le 28 septembre n'est pas un jour. Il a fallu qu'on annonce qu'on veut sortir, faire une marche. Vous pensez que c'est qu'on a peur de ça? Oui, mais c'est ça. Non, mais il ne faut pas dire qu'il a fallu qu'on annonce. Juste souhaiter une manifestation. Nous avons souhaité. Il faut respecter ça. Nous avons souhaité la manifestation. Pour exprimer l'opinion d'une bonne partie des Guinéens. Les Guinéens veulent exprimer librement et pacifiquement leur volonté, leur souhait par rapport à la situation. Et comme si on est libre, monsieur le ministre, vous savez, quand vous êtes encore ici, alors les gens ont applaudi. Les gens vous ont applaudi. Vous savez ce que cela veut dire? C'est l'espoir. Donc ils ont applaudi parce que ils estiment que vous allez leur donner, vous allez faire quoi? Vous allez faire droit à leur espoir. Donc c'est ce qu'ils vous applaudissent. Voilà. Il ne faut pas décevoir cela. Voilà. C'est pour ne pas changer. Comme ils ont fait c'est lui qui est en train de discuter devant là-bas. Allons-y. C'est ça, il dit. Quoi qu'il arrive, on ne va pas vivre dans la France des pays. Entre vous là, il y a des ménages, nous voulons arriver au stade de la
On ouvre. C'est bon. Je vous dis, hein, je parle au grand frère là. Je le frère qui tient après moi, c'est qui parle au grand. Parce que nous sommes en famille. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ne trompez pas les Guinéens. Ne trompez pas. On peut arriver à l'instant, les Guinéens, on ne trouve plus les Guinéens, c'est fini. Voilà, laissez le caméraman passer. Laissez le caméraman. Le caméraman est là. Laissez le caméraman. Calmez-vous. Caméraman, laissez le caméraman. On se respecte. Pour le respect hier. Tout ça, pour toutes les tâches. Demain, après les élections, mais on vient travailler. Il t'accompagne. De l'aéroport, dans le pays, là, appartient à tout le monde. Écoutez, mais si le président de la République vous appelle, considérant que vous êtes le plus assigné au niveau du hein? On ne peut pas dire tout le monde, afin que vous parliez aux autres que aujourd'hui soit une journée acharnée et que demain le 29 ou 29 c'est la même chose et que demain le mouvement peut avoir lieu. Je pense que vous devez vraiment comprendre. Mais si par-dessus le marché, vous vous unissez et vous mettez un petit groupe derrière vous, vous venez vraiment les gens s'écouter vous-même. Et ça sera votre tout un jour. Ça sera votre tout un jour. Ça, il faut le connaître. C'est vrai. Il faut qu'on respecte les choses. Mais si on dit que la journée est journée fériée, celui qui parle, il y a un problème. Celui qui parle, il y a un problème. Non, écoutez, je te respecte. Depuis hier,
Non, la hiérarchie, c'est l'armée. Ça peut être civil, ça peut être civil. Ça peut être civil. Non, je ne suis pas dedans, je dis que la hiérarchie peut être aussi civile. Oui, dans l'administration, oui. Alors, quand vous êtes dans le civil, c'est les opinions qui comptent. Oui, ce qu'on a. Ça n'engage que celui qui passe. Moi, je sais que la hiérarchie va être même dans la famille. Personne n'a dit qu'on ne peut pas. Le décret n'a pas dit qu'on a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de tasse. On a dit qu'il y a une belle mort, on dit qu'on ne doit pas sortir. Mais ce n'est pas une belle mort. Le décret dit qu'au contraire, les gens qui ont dit qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas au travail. Quand ils sont disponibles pour éventuellement manifester leur opinion, c'est ce qui se passe dans le pays. Pacifiquement, c'est qu'on est vraiment pas. Mais attends, qu'est-ce qui vous dérange si on reportait la chose là demain? Aujourd'hui, c'est parce que l'autorité dit qu'aujourd'hui, c'est pas possible. C'est une journée fêtée. C'est une journée fériée. On ne doit pas attribuer une autre connotation à cela. Demain, aujourd'hui, c'est la même chose. Vous un bon Guinéen pour ne pas créer de problème. Parce que vous savez pertinemment que si vous insistez, les gens vont se poser avec vous. Ça, c'est votre destination. Vous voulez qu'il y ait un prochain. Nous, on ne veut pas ça. Non, c'est ça. Si vous êtes conscient de cette fois, justement, demain, je serai avec vous. Comme j'ai fait. Voilà, fais ça aujourd'hui encore. Pas aujourd'hui. Mais hier, tu as fait ça. Oui, mon commandant. On s'en fout de Dadis. À part le régime militaire, on ne veut plus. Un sac de riz plus 50 000, on ne veut plus. Nous ne sommes pas affamés. On ne veut plus la dictature militaire. On veut les militaires au calme. Oui. Merci. Avec la frontière, nous ne voulons plus des hommes prolixes. Pour une seule jour. Non, il y a des jeunes ici qui sont en train de souffrir. Difficile à gagner à manger. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde souffre, hein, c'est vrai. On ne veut pas le pouvoir des militaires. Son travail, il ne va pas te bloquer. 2004 militaires. On ne veut pas envoyer à la paix. 2004 militaires. Pouvoir 25 ans. 2004 militaires. 50 ans de retard. On ne veut pas. Démocratie. On s'ouvre. Il n'y a pas beaucoup de monde. Abat le régime militaire. Abat le régime militaire. Abat le racisme. Abat le régime militaire. C'est comme si nous voulons être nous voulons être comme les Ghanéens, nous voulons être comme les Ghanéens. On s'en fiche de ça. On a besoin de démocratie ghanéenne, on a besoin de démocratie ghanéenne. Lui, il est mannequin, tout le monde est guinéen. On veut un civil au pouvoir, un civil au pouvoir.
dictature. Abbas NDD est son président. Vive liberté. Abbas le mangue, sorry, moi Amasono. À la copine.
peuple de Guinée a revendiqué le départ de Dadis. Maintenant, c'est le plus candidat ou pas, maintenant c'est le départ de Dadis. Dadis doit partir. Dadis doit partir et le peuple a revendiqué jusqu'au départ définitif de Dadis. Dadis doit partir, on ne veut plus dominer le pouvoir. La démocratie ou la mort. Le peuple de Guinée, de l'extérieur et de l'intérieur, a revendiqué le départ de Dadis Camara au pouvoir. Et tout le monde doit partir. Et tout le monde, les Guinéens de l'extérieur et de l'intérieur, sont d'accord, sont tous unanimes sur le fait que Dadis doit partir. Nous sommes ici réunis pour dire à Dadis, au CNDD, à son gouvernement, que nous ne voulons plus à ce pouvoir. Nous luttons pour la justice et la liberté pour tous les Guinéens. Personne ne va bafouer notre droit à la liberté, à de meilleurs gouvernants pour notre pays. Les Guinéens en ont assez. Dadis soit s'en aller avec son CNDD, son gouvernement. Et je pense que Maître Wade va pouvoir les accueillir à son Sénégal pour toujours. La Guinée devant l'opinion nationale et internationale. Sa vision, son aspiration à la liberté, à la démocratie, sont le rejet des régimes dictatoriaux, le rejet des régimes militaires. Nous voulons la liberté, nous voulons la démocratie, un état de droit. Et nous invitons toutes les forces vives à se donner la main pour une unité de l'opposition, l'unité de toutes les forces pour la victoire finale. La population de Conakry vient encore d'administrer la preuve comme quoi la liberté se conquiert, la démocratie se construit. Aujourd'hui, nous sommes sur le chantier de la construction d'une véritable démocratie dans notre pays. Nous tenons à nous mobiliser sans discrimination aucune. Voyez les leaders qui sont là. Il ne suffit pas de parler d'ethnocentrisme et de la lutte contre le tribalisme pour être un démocrate. Nous sommes là. François Fall, Sidia Touré, Boubacar Silla, Selou Diallo, Mouktar Diallo, professeur Diané et Badiko, tous les représentants de tous les partis politiques mobilisés sans disque, Dr Diané, j'allais dire. Et nous sommes mobilisés, nous irons jusqu'au bout pour que notre pays connaisse une ère de démocratie, de justice et de développement durable. Toutes les félicitations aux forces vives, toutes les félicitations aux jeunes de Conakry, aux femmes de Conakry, à toute la population de Conakry qui a fait la démonstration aujourd'hui, qu'elle reste mobilisée, que la population reste mobilisée derrière le forum des forces vives de Guinée. Pardon? Le dernier mot, on le prononcera bientôt, parce que la population de Conakry continue d'affluer sur le stade du 28 septembre. Nous allons porter le message au peuple de Guinée pour dire que nous restons mobilisés pour l'instauration de la démocratie, pour le vrai développement de notre pays. Voilà. Disons que ni les intimidations, ni les diffamations, ni les menaces ne viendront à bout de notre volonté. Nous sommes ici des leaders engagés à lutter pacifiquement, à utiliser tous les moyens pacifiques pour que le changement arrive en Guinée. Nous sommes contre la violence, nous voulons seulement nous adresser à la population et c'est notre droit. On a voulu nous empêcher aujourd'hui en déploiement des forces, en tirant sur nos troupes, en utilisant les gaz liquides. Mais la volonté du peuple l'a emporté et nous sommes ici dans ce fameux stade historique du 28 septembre, à cette date historique, pour dire non au CNDD, non à la candidature du CNDD. Voilà pourquoi nous sommes ici. Aujourd'hui, le peuple s'exprime. Je suis Mohamed Jossidibé, le président, vice-président de la nouvelle génération pour la République, le président de IBM Abessiba. Le peuple s'exprime, le peuple parle. Les militaires doivent être à l'écoute du peuple. Le peuple veut sa liberté. Après 51 ans d'indépendance, une indépendance arrachée dans le feu de l'action, la Guinée a dit non au référendum du 28 septembre. Aujourd'hui, la Guinée est prête à dire non à toute candidature militaire pour la magistrature suprême. Le peuple parle, écoutez le peuple. Monsieur le capitaine Moussa Denis Camara doit être à l'écoute du peuple et nous vaincrons les forces vives de la nation. C'était Mohamed Jossidibé, le vice-président secrétaire général de la NGR.
là. Non, c'est pas la priorité aujourd'hui. Allez, vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher, allez. Voilà, bien, prends bien ça. Non. C'est Emmanuel. Vos amis sont vraiment blessés. Alors. Fermez là-bas. Alors. Agressés, qui ont tiré sur les gens en grande partie, ce que j'ai eu en face de moi, qui nous menaçaient de mort, n'ont rien à voir avec une armée régulière. D'ailleurs, la différence est que dès que vous arrivez à la gendarmerie de Conakry, le traitement, le discours a complètement changé. Donc, d'un côté, vous avez des ordres, on ne sait pas d'où est-ce qu'elles sont sorties. Mais en tout cas, c'était des gens drogués qui ne répondaient à aucune instruction particulière sauf à la violence. Et de l'autre côté, au BM3, nous avons trouvé des gendarmes guinéens avec lesquels on pourrait discuter. On sait qui sont les meneurs de ces hordes qui ont déferlé hier au stade? C'était l'aide de camp du capitaine Dadis, Toumba, et le capitaine Tevoro, le commandant au capitaine Tevoro. Je dois vous dire qu'à un moment donné, ces deux-là, paniqués, ont essayé de nous protéger. Et c'est là où j'ai vu des sans-grades venir les penser et leur donner des instructions qu'ils ont été obligés de respecter. Et ça m'a effrayé parce que ça veut dire que même eux n'ont pas suffisamment d'autorité sur les personnes qu'on avait en face de nous. Ce que j'ai vu hier est un désordre complet et une anarchie totale. Aucune organisation, aucune discipline, rien que de la haine et un déploiement inouï de violence. Sidia Touré, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas la première répression sanglante à Conakry, mais est-ce que celle de lundi n'a pas encore été plus terrible que les précédentes? À mon sens, elle a été plus terrible parce qu'elle n'avait pas de raison. Nous avons connu des répressions en 2007 ici. C'était des manifestations de rue. Cette fois-ci, le lundi, nous avons appelé à un meeting dans un stade fermé. Donc, il n'y avait aucune possibilité de désordre. Ce qui s'est fait a été fait de manière délibérée avec une volonté de tuer. Non seulement il y a eu des tueries, mais il y a eu des choses qu'on n'avait pas constatées en 2007, c'est-à-dire cette agression contre les femmes, cette manière de faire en sorte que les femmes soient violées, qu'elles soient humiliées. Nous n'avons jamais connu ça dans notre pays. Qui commandait la troupe au moment où les militaires ont ouvert le feu dans le stade du 28 septembre? Nous avons négocié notre passage avec le commandant Tevoro. Quand nous avons réussi à passer, il était convenu qu'on aille lire notre déclaration et qu'on quitte le stade. Mais quand nous avons vu ces hordes arriver avec des fusils d'assaut et tout ce qui s'ensuit, elles étaient commandées par l'aide de camp du président Dadis, c'est-à-dire le capitaine Toumba. Donc c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Et est-ce que Cellou Dalein Diallo et vous-même, vous avez senti que votre vie était en danger à ce moment-là? Nous étions 4 leaders de la coalition des forces vives ensemble. Cellou Dalein, moi-même, Jean-Marie Doré et François Le Sénégal. Nous avons pensé que nos vies étaient en danger parce que nous avons vu, avant que les militaires n'arrivent à notre niveau, nous les avons vus abattre des gens. Nous avons compris qu'il s'agissait de morts et que ce n'était pas de la plaisanterie. Nous avons vu des militaires agresser des femmes. Nous avons vu une barbarie sans nom dans le stade du 28 septembre, mais vraiment avec une intensité inimaginable. Donc nous avons pensé que nos vies étaient en danger, ça c'est clair. Et vous-même, avez-vous été frappé? Moi j'ai été frappé comme tous les autres, frappé, tombé, perdu beaucoup de sang.
Nous avons été rattrapés à la dernière minute pour nous mettre dans une voiture pour aller à la clinique. Mais là également, un jeune militaire moins gradé que son supérieur s'est opposé et je peux vous dire, le supérieur s'est plié. C'est là où j'ai commencé à m'inquiéter parce que je me suis rendu compte que la hiérarchie n'était même pas respectée au sein de cette armée. Alors justement, pour sa défense, le chef de la junte, Moussa Dadis Camara, affirme qu'il est débordé par des éléments incontrôlés. Oui, mais il appartient à celui qui est responsable de l'armée de gérer son armée. S'il ne peut pas la gérer, il va falloir qu'il se trouve des solutions. Moi, je suis responsable des hommes que j'ai sous mes ordres, si je suis militaire ou responsable d'entreprise. Et est-ce que vous avez senti de la part des bérets rouges de l'aide de camp du capitaine Dadis Camara, c'est-à-dire de Toumba Diakité, est-ce que vous avez senti la volonté de casser les reins de l'opposition? Mais absolument, pas seulement de l'opposition. On voulait réduire la population guinéenne au silence. Ces gens sont venus intimider, mais tuer également les gens pour bien leur faire comprendre qu'il n'était plus question de contester quoi que ce soit. C'est une volonté d'asseoir une dictature totale par la violence et l'intimidation. Voilà 25 ans que votre pays est gouverné par des militaires. Comment les convaincre de retourner dans leur caserne? Je crois que c'est la clé de voûte de toute cette affaire. Et c'est justement par le fait que les Guinéens sont complètement désabusés et qu'ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent rien tirer d'un tel régime, qu'ils ne veulent pas recommencer. Ce qui fait que ceux qui veulent aujourd'hui s'imposer par la force des armes ne peuvent pas convaincre la population guinéenne de rallier cette opinion. C'est totalement impossible. À New York, l'opposant Alpha Condé affirme qu'il n'est plus question de faire des élections, mais de faire partir ce pouvoir criminel. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, aujourd'hui, c'est vrai que les élections nous paraissent très loin. Nous avons aujourd'hui des difficultés à maintenir la population au calme parce que même hier encore, nous avons eu des morts dans les rues de Conakry. Donc nous sommes vraiment inquiets et je crois que la communauté internationale doit se mêler de cette affaire, notamment au niveau de la CEDEAO, pour qu'on puisse trouver des solutions idoines. Sinon, ce pays peut basculer d'un jour à l'autre dans une violence incontrôlée. Donc la priorité n'est plus le dialogue avec la junte, mais la pression de la sous-région sur la junte, c'est ça? Absolument, je crois qu'il faut mettre la pression dessus, parce que la Guinée qui sombre, c'est la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire qui vont encore s'embraser. Et je crois que la communauté internationale a intérêt à s'intéresser au cas guinéen pour qu'on se sorte de là. Nous avons connu des troupes des Nations Unies partout dans la sous-région. Si on veut éviter qu'on ait des cas comme ça en Guinée, c'est maintenant qu'il faut commencer à trouver les solutions ensemble. Avec éventuellement une force multinationale qui vienne vous aider en Guinée? J'ai entendu le président Ouad dire cela aux Nations Unies il y a 4 jours. Alors quand il disait cela, j'ai entendu des gens dire ici, mais pourquoi faire? Avec ce qui s'est passé lundi, j'ai compris qu'il n'avait pas tort. Et que cela est une possibilité qu'il faut clairement envisager si le président de la junte lui-même dit qu'il n'a pas le contrôle de son armée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hier, la France a suspendu sa coopération militaire avec la Guinée. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression aux populations guinéennes que les militaires qui sont en train de massacrer les populations sont formés par une puissance amie. Donc il faut donner des signaux forts comme cela. Peut-être ça nous ramènera à une situation beaucoup plus raisonnable pour pouvoir discuter de l'avenir dans le pays. C'est un pas dans la bonne direction. Sidia Touré, merci. Avait l'intention de me tuer et ils l'ont dit clairement qu'on va m'exterminer, que je ne parlerai plus à RFI et ils m'ont assommé de coups, ils m'ont blessé à la tête et ils ont cassé toutes mes côtes. C'est lorsqu'ils m'ont pris pour mort qu'ils m'ont abandonné avec des propos racistes et ethnocentristes à mon endroit et à l'endroit de mon ethnie. J'étais vraiment choqué. Mais j'ai fait le mort finalement. On a dit que c'était bon pour la morgue. Mais depuis ça encore, je reçois des menaces. Il semble qu'on me cherche. Si bien que lorsqu'ils sont venus me chercher l'armée pour dire que chacun de nous peut rentrer chez lui, parce qu'on était à la clinique, mais on était prisonniers. Moi, j'ai préféré rester à la clinique, mais à 3 heures du matin, ils sont allés me chercher à la maison. Heureusement, je n'étais pas rentré. Cellou Dalein Diallo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais beaucoup mieux. Je voudrais profiter de cette opportunité pour adresser mes condoléances à tous ceux et à toutes celles qui ont perdu de proches pendant ces événements du 28 septembre. Moi, je me porte beaucoup mieux ici. Je suis en train de me traiter. Si je suis loin d'eux, c'est en raison de mon état de santé. Mais dès que la situation va s'améliorer, je vais retourner en Guinée pour me joindre à eux et pour continuer le combat.
Et vous êtes toujours hospitalisé à Percy, au sud de Paris? Hospitalisé à Percy, où je reçois des soins vraiment de bonne qualité. Et a priori, vous devriez sortir dans quelques jours? Oui, probablement vers le week-end. Quelle est pour vous la priorité aujourd'hui? La priorité, c'est de traduire devant les tribunaux compétents ceux qui sont responsables du carnage qu'il y a eu lieu le 28 septembre. Alors pour cela, il faut identifier les responsables, non? Oui, il faut identifier les responsables, mais il y a un certain nombre d'entre eux qui sont connus. Il y en a peut-être qui seront identifiés à la suite d'une mission d'enquête, mais il y a un grand nombre d'entre eux qui sont bien connus du public guinéen. Ceux qui ont été au stade ont vu beaucoup de gens qu'ils ont l'habitude de voir, aussi bien à la télé qu'à l'occasion des manifestations officielles. Et à qui pensez-vous? Il y a beaucoup d'entre eux. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République. Toumba Diakité. Oui. Et à votre avis, il faut que les responsables de cette fusillade soient arrêtés, c'est ça? Soient arrêtés ceux qui assument les hautes fonctions de l'État. Ils ont la mission de protéger la vie des Guinéens. Lorsque des gens ont attenté de façon flagrante à la vie des Guinéens, plus de 157 morts, je pense que ça leur incombe de faire arrêter les gens-là et de les traduire devant les tribunaux. Donc pour vous, il est difficile de négocier avec la junte tant que les assassins n'auront pas été arrêtés, c'est ça? Oui, tant qu'ils se promènent avec cortège et sirène à Conakry. Ceux qui sont connus, tout au moins. C'est-à-dire ceux qui étaient dans le stade, en fait. Voilà, s'il y a encore un État ou un semblant d'État en Guinée, la première mission, c'est de mettre ceci en état d'arrestation. C'est-à-dire qu'en fait, il vous paraît difficile de vous asseoir à la même table que des gens qui ont tiré sur vous, c'est ça? Exactement. J'ai vu les gens tirer sur les gens. Je ne pouvais même pas imaginer que c'était avec des balles réelles. J'ai vu les gens tomber par dizaines. Mais pour moi, c'est des balles en cachou ou d'autres produits qu'on venait de découvrir qui permettaient de neutraliser des manifestants. Je ne pouvais jamais imaginer que c'était des balles réelles. C'est-à-dire qu'au début de la fusillade, vous n'imaginiez pas que c'était des tirs à balles réelles? Non, pas du tout. Vraiment, sincèrement. Et à quel moment vous êtes-vous rendu compte que c'était beaucoup plus grave que vous ne pensiez? Lorsqu'on était en train de me molester, j'ai vu des cadavres avec le sang, non loin de moi. Compte tenu de la responsabilité directe ou indirecte qu'elle assume par rapport à ce carnage, je pense que la junte n'est plus à même de conduire une transition apaisée. Je pense que le plus urgent serait en ce moment d'identifier des hommes et des femmes pour mettre en place une transition digne de ce nom, capable d'organiser des élections libres et transparentes. Et je pense que la junte n'a plus aucune légitimité, elle est disqualifiée. Mais pensez-vous que Blaise Compaoré peut arriver à convaincre les militaires guinéens de s'effacer? Oui, il a une base. C'est que le capitaine Dadis a pris cet engagement déjà devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale. Et c'est sur cette base que le peuple de Guinée l'a soutenu. Parce que s'il n'y a pas eu fusion de sang pendant le coup d'État, c'est parce que tout le monde a estimé que son programme méritait d'être soutenu. Mais dès lors qu'il renonce à cet engagement majeur qu'il avait pris, je pense qu'il pose problème et que le médiateur a cette base-là pour lui dire, écoutez, vous êtes un soldat, vous êtes un militaire, eh bien vous avez donné votre parole d'honneur, respectez-la. Et si la junte refuse de s'effacer? C'est en ce moment qu'on aura besoin de la communauté internationale qui va peut-être arbitrer pour assurer la transition. Et quand la France évoque une intervention militaire internationale, qu'en pensez-vous? Ah oui, pourquoi pas? Parce qu'on a parlé de forces d'interposition. Je crois que les forces vives ont inscrit ça dans le cahier de revendication qui a été remis au médiateur. Une force d'interposition afin de préserver la paix et d'assurer la sécurité des citoyens et des leaders politiques. Une intervention de ce type pourrait être dirigée par la CEDEAO ou par l'ONU? La CEDEAO ou l'ONU, qu'importe. L'essentiel est qu'on ait une force qui puisse s'interposer et assurer mieux la sécurité de la population, y compris des leaders politiques. Afin que vous puissiez être protégé pendant la campagne électorale? Voilà, absolument. Mais beaucoup disent que vos divisions à l'intérieur de la classe politique guinéenne facilitent le maintien au pouvoir des militaires. Non, je ne crois pas. Si les militaires avaient maintenu leur engagement d'organiser des élections libres et transparentes, sans y prendre part, en jouant un rôle d'arbitre neutre et impartial, il y aurait certes des contradictions entre compétiteurs, mais il n'y aurait pas de problème de fond. Est-ce que la répression sanglante du 28 septembre ne rapproche pas de facto Sidi Touré, Alpha Condé, vous-même et tous les autres opposants guinéens? Oui, le premier déclic qui a rapproché tous les leaders, c'est lorsque le capitaine Dadis a dit qu'il veut se présenter. Et à partir de là, nos dissensions internes sont atténuées, sinon ont disparu. Et bien sûr, la répression du 28 septembre ne fait que renforcer cette unité. Cellou Dalein Diallo, merci. J'ai eu beaucoup de difficultés à rentrer au stade parce que
le monde, la marée humaine qui a été agglutinée sur la terrasse m'a fait perdre énormément de temps pour accéder à la tribune. Et à la fin, je n'ai pas pu accéder à la tribune. Donc j'ai passé derrière l'esplanade du stade et j'ai réussi, avec l'appui de quelques jeunes gens costauds, à me dégager de la foule et à me mettre dans un coin. Et c'est pendant qu'on reprenait nos esprits que nous avons vu entrer les bérets rouges par le portail du stade. Ils sont entrés en tirant à l'horizontale. J'ai rencontré une des responsables de notre parti à l'Abbé. Je l'ai aperçue là. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux, il faut partir. Elle a détalé. Mais sa copine n'a pas pu détaler. Un militaire lui a fait un croc en jambe. Elle est tombée. Il s'est mis à la violer. Puis un autre l'a bousculée. Il lui a rentré le canon de son fusil dans le sexe. À 10 pas de moi. Mais moi, pendant ce temps, on m'avait enlevé ma veste. On m'avait délesté de mes téléphones et de mon argent. Et on m'a mis en genoux. Et les deux bérets rouges qui s'acharnaient sur moi, un a dit, toi, on te cherche depuis longtemps. Tu nous as fait trop de mal. Aujourd'hui, je vais te tirer 2 balles dans la tête. Son copain dit, non, ça serait simple. Il ne faut pas lui tirer 2 balles dans la tête. Il faut l'égorger. Les seuls qui ont un contentieux avec moi sont les gens de l'UMO, parce que les autres militaires guinéens n'ont aucun contentieux avec moi. J'affirme, je ne dis pas combien ils étaient de l'UMO au stade, mais les 2 que j'ai vus, les 2 là, j'affirme catégoriquement qu'ils étaient de l'UMO. Cette hésitation entre les 2 éléments de l'UMO m'a sauvé la vie, parce que à cet instant précis, le ministre Thieboro Camara, le ministre chargé de la lutte contre le grand banditisme, est passé et il a crié sur les 2 forcenés que mais vous ne savez pas que c'est M. Doré. Ils lui ont dit, mais on sait que c'est lui, c'est pourquoi on va le tuer. Si toi tu fais un pas de plus, on va te flinguer. En ce moment-là, beaucoup de gendarmes qui suivaient Thieboro ont encerclé les 2 éléments que j'affirme être de l'UMO, et c'est comme ça que je n'ai pas été exécuté sur place. Mais quand Thieboro a pris ma main, l'un d'entre eux a pris ma main droite et ils nous ont suivis. Et au milieu de la terrasse, ils ont réussi à me retirer des mains de Thieboro, à m'agenouiller. Ils ont commencé à me rouiller de coups. Vous savez, la mâchoire, la tête, les épaules, les fesses, les côtes, tout y passait. Et mon problème était de ne pas tomber, parce que si je tombais, ils me tiraient une balle dans la tête pour s'occuper d'autres personnes. Du point où on m'a pris pour m'amener dans les véhicules qui nous ont transportés dans un premier temps à la clinique Ambroise Paré, puis à l'état-major de la gendarmerie, pour échouer enfin à la clinique Pasteur, j'ai vu non seulement des femmes ensanglantées, les jambes écartées, mais j'ai vu 3 ou 5 corps sans vie, notamment sur l'esplanade qu'on appelle la terrasse. Ça, j'ai vu des cadavres. Entre la honte et la colère, ces femmes qui disent avoir été violées par les militaires durant la dernière manifestation de l'opposition acceptent de nous raconter leur calvaire. C'est le cas de 2 militantes qui se trouvaient dans le stade lors de la violente répression. Il y a quelqu'un qui est venu mettre sa main sur, je ne sais pas comment dire ça. Donc ils m'ont violée, oui, ils m'ont violée. Je suis sortie au stade nue, nue, nue. J'ai vu les soldats mettre le fusil sur les femmes. Dans le sexe? Dans le sexe. J'ai tout vu. Quand j'étais en train de me frapper, après j'étais nue. Ils ont fait ça à beaucoup de femmes? Beaucoup, 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 beaucoup. Toutes les femmes qui étaient là-bas, ils l'ont fait. Le stade du 28 septembre, synonyme désormais de la barbarie infligée à ces femmes. Lorsque les militaires ont tiré sur les manifestants, seules les femmes ont eu du mal à s'échapper. La panique ayant gagné la foule, elles se sont retrouvées prisonnières face aux soldats. J'ai trouvé 5 personnes, 5 filles, 5 soldats, ils les violaient. Je me suis retourné derrière la portail, j'ai trouvé un autre là-bas aussi. Il a pris le fusil comme ça, il le faisait rentrer dans les sexes. Le ministre de la Santé a expliqué que les hôpitaux n'ont été saisis d'aucune plainte. Le ministre ne croit pas qu'il y ait eu des viols durant la répression de la manifestation. Et pourtant, ce n'est pas l'avis de ce médecin urgentiste qui souhaite garder l'anonymat.
elles ont peur de venir. Et nous-mêmes, on n'est pas très rassurés en parlant de ces viols parce qu'on craint les conséquences de s'être exprimé. Le viol collectif, viol en plein jour, dans un terrain, sincèrement, ça, c'est inhabituel en Guinée. C'est inhabituel en Guinée et ça, c'est préoccupant. Aucun chiffre n'est disponible sur le nombre de femmes violées. Des appels ont été lancés par les médecins à travers les radios locales afin d'inciter les victimes à venir recevoir des soins et effectuer le test du VIH-Sida. Une décennie sans réponse, sans jugement, sans coupable, dans l'attente d'un procès hypothétique. Saran fait partie de cette centaine de femmes violées dans le massacre du stade le 28 septembre 2009. Aujourd'hui me rappelle un jour, un lundi noir, un lundi sanglant. Un jour qui m'a transformée en une autre personne. Mais elle tient toujours debout. On me tue aujourd'hui, demain c'est quelqu'un d'autre, pas moi. Je n'ai ni peur ni froid aux yeux. Son association de victimes, la VIPA, se réunit régulièrement pour se souvenir. Tous ici se serrent les coudes, discutent des avancées, ou plutôt des impasses de la procédure. Nous voulons la justice et des réparations. Il faudrait que le gouvernement guinéen oublie de nous tromper chaque année, dire que c'est demain, c'est après-demain. Et chaque date anniversaire leur fait revivre l'enfer. Ce jour où l'opposition proteste contre la junte au pouvoir. Les militaires interdisent le rassemblement, puis tirent dans le tas. 156 personnes sont mortes, plus de 100 femmes et filles ont été violées. Une commission de l'ONU raconte les fosses communes, les tortures et accuse les autorités de l'époque. L'instruction est aujourd'hui terminée depuis plus de 2 ans, mais toujours pas de procès. Il n'y a pas de volonté manifeste du gouvernement d'aller à ce procès. Les raisons, elles sont inconnues, parce que visiblement, ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui étaient les forces vives qui avaient appelé à cette manifestation qui a abouti à cette tragédie. Le ministre de la Justice se défend. Il avance la future construction d'une salle spéciale et des formations pour l'appareil judiciaire. Mais Saran n'espère plus grand-chose. Avec ses collègues, elle a improvisé une marche en fin de journée, une fois de plus, pour crier son besoin de justice. Bon, c'est la fin du premier élément.